Vous connaissez quelqu'un, vous, qui se déplace en jet privé? Parce que nous, au début de notre enquête, on vous l'avoue, on se demandait comment on allait pouvoir rencontrer ces voyageurs discrets et fortunés. Je te demandais la curiosité de mon conseil, mais à mon avis, vu la polémique en ce moment... Oui, nous avons reçu votre demande d'interview, nous en avons discuté avec l'équipe et nous ne souhaitons pas donner d'interview. D'accord. Bon, ben merci quand même. Mais heureusement pour nous, dans quelques jours, c'est le début du plus grand salon du jet privé d'Europe. L'occasion rêvée de plonger dans le monde des sièges en cuir et du service sur mesure. On vous emmène à la Convention européenne de l'aviation d'affaires, en Suisse, et plus précisément à Genève. Tous les acteurs du secteur sont au rendez-vous. Il y a les propriétaires de jets privés. C'était mon plus grand rêve de posséder un jet de la marque Gulfstream. Combien ça coûte, un avion comme celui-ci? Je dirais environ 20 millions. Le personnel de bord. Pouvoir offrir le meilleur service à des clients haut de gamme, c'est vraiment une super expérience. Ou encore les pilotes. Vous pouvez prendre une couverture, un coussin et c'est plus confortable. Ok. Ici, on discute de l'avenir du secteur, mais aussi et surtout, on achète des avions. Et il y en a pour tous les goûts. Ce petit jet Honda, par exemple, idéal pour les petits voyages d'affaires. Il coûte plus de 6 millions d'euros. Et vous pouvez aussi ajouter des options, et là, le prix peut dépasser les 7 millions d'euros. On monte en gamme avec ce Falcon 6X du constructeur français Dassault, au prix catalogue d'environ 38 millions d'euros. Et le plus gros jet, le voici, un Boeing Business Jet, c'est en fait un Boeing 737, mais entièrement privé. Le prix de vente commencerait à 95 millions d'euros, mais il est aussi disponible à la location. Ça va être la catégorie la plus grande qu'on va pouvoir proposer à nos clients. C'est pour 19 passagers. C'est très spacieux, il y a salle à manger, chambre à coucher, salle de bain, vraiment tout type d'espace différent. C'est presque comme une maison volante. À côté du tarmac, dans les allées du salon, nous rencontrons Martina, hôtesse de l'air dans l'aviation business depuis 10 ans. Elle accompagne ses clients VIP partout dans le monde et même en Belgique. Anvers, vous savez, c'est célèbre pour les diamants. Je vole vers Anvers, je ne sais pas, environ 2 fois par mois depuis 5 ans. C'est très courant. Toute l'expérience est faite sur mesure pour vous. Vous me dites que vous aimez tel type de champagne, je ferai en sorte que vous le trouviez bien frais dans l'avion. Ou vos fleurs, ou votre oreiller préféré. Quels que soient vos besoins, nous allons tout faire pour que le vol soit taillé sur mesure pour vous. C'est ça notre mission. Les jets, c'est bien sûr le luxe et le bling-bling, mais c'est aussi le monde du business. L'aviation d'affaires, c'est vraiment un outil de travail. La clientèle qu'on a, c'est principalement des sociétés, des capitaines d'industrie qui se déplacent pour créer des nouveaux marchés ou assurer des marchés existants. C'est professionnel. Qu'il soit utilisé pour le travail ou le loisir, le jet privé est très demandé, surtout depuis la crise sanitaire. L'année 2022 a été particulièrement bonne. Le marché est très solide. On est sold out pour 2025 et début 2026. Vous entendez quoi par sold out? Vous ne prenez plus de commandes? Non, on prend les commandes, mais on ne peut pas livrer d'avions avant 2026. Bref, tout va pour le mieux au pays des jets privés. Enfin, presque tout. Car la fête de l'aviation d'affaires va rapidement être gâchée par des militants pour le climat qui se sont invités sur le tarmac. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Ils demandent de bannir les jets privés, jugés trop polluants. Car vous le verrez dans cette enquête, les jets privés polluent, c'est vrai, et pas toujours comme on l'imagine. C'est une pollution qui est invisible. C'est ça qui est quand même inquiétant pour ces particules fines, vous ne les voyez pas. D'un symbole de réussite, ils sont devenus la cible de toutes les critiques. On ne se rend pas compte quand on vit dans une bulle de luxe et tout, on ne se rend pas compte de ceux qui sont là en bas et qui supportent tout ça, quoi. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de vols en jet privé dans le monde. 5,3 millions l'année dernière. Et vous allez le voir dans cette enquête, les voyageurs en jet privé ne sont pas traités comme les autres. On peut dire qu'on est face à un système de nantis qui vole clairement sous le radar. C'est une situation qui doit cesser. Prendre un jet, c'est gagner du temps grâce au passage express par la sécurité, en tout cas quand il y en a. Il n'y a pas de scan ni de contrôle de bagages.
Peut-on prendre ce qu'on veut dans sa valise lorsqu'on voyage en jet privé? Nous avons fait le test. Nous pourrons monter dans l'avion dans 15 petites minutes. Nous avons mis un pied dans la porte du club très privé des voyageurs VIP. Discrétion et rapidité. Ce sont les maîtres mots de l'aviation privée. D'ailleurs, la plupart du temps, les voyageurs en jet ne passent pas par les mêmes endroits que nous. Dans certains aéroports, un terminal spécifique leur est dédié, comme ici, à l'aéroport d'Ostende-Bruges. Bonjour, bienvenue au terminal North Sea Aviation à Ostende. Dans ce business terminal, comme on l'appelle, on n'a pas vraiment l'impression d'être à l'aéroport. Pas de fil, une déco soignée et surtout, c'est très calme. Mais ici, le temps c'est de l'argent. On nous demande même de payer un forfait pour la visite. Le directeur, c'est lui, et s'il a investi ici à Ostende, ce n'est pas par hasard. Chaque année, nous voyons une augmentation des vols en jet privé. Chaque aéroport dispose d'un certain volume de vols privés. Mais à Ostende-Bruges, nous avons une région économiquement très forte. Nous sommes proches des ports de Zeebrugge, du port d'Ostende. Nous avons aussi Bruges à proximité, qui est une ville très touristique. Et puis aussi Knokke. Sur le tarmac, ces très spacieux jets privés attendent leurs voyageurs. Ce jet-là vient directement des États-Unis et il partira en Grèce après. L'autre jet vient de Suisse. Il a déposé des voyageurs ici à Ostende et puis il repartira en Suisse dès ce soir. À l'intérieur du terminal, on ne dirait pas qu'on est en haute saison. En même temps, c'est le but. Ici, on n'attend pas, on file directement vers son avion. Vous croisez des célébrités ici? Oui, on voit beaucoup de célébrités. Je ne peux pas vous dire leur nom, évidemment. Nous restons professionnels. On ne demande pas de photos, on ne demande rien d'extra. Pour nous, ce sont des passagers comme les autres. Ils ne font juste pas la file pendant des heures. Non. Non, ils peuvent arriver 5 minutes avant que l'avion décolle, marcher à travers le terminal, aller sur le tarmac et c'est parti. Qu'ils soient célèbres ou pas, des clients nous en avons croisé peu, très peu. On vous l'a dit, ce sont des voyageurs pressés et discrets. Tellement discrets que c'est habitué des vols en jet à accepter notre interview à condition de rester anonyme. Nous l'appellerons François. Il est belge et il a la trentaine. Depuis qu'il est petit, sa famille loue un jet pour partir en vacances. Moi, c'est vraiment dans le cadre plutôt vacances. Et en général, c'est des vols en Europe. C'est avec l'Italie, l'Espagne, beaucoup. C'est le sud de la France. Ça reste une utilisation assez occasionnelle. C'est pas un moyen de transport que j'utilise, je dirais, régulièrement, mais quand même quelques fois par an. Oui, donc, dans mon cas, c'est de la location. Ça se fait très simplement. Vous pouvez appeler la veille pour avoir un vol dans la journée ou le lendemain, disons. Si on est sur un petit avion 4 places, donc ce qui se fait de plus petit dans l'industrie, ça va être à partir de 10 000 € pour un vol de 1 ou 2 heures, pour un aller simple. Et François n'est pas le seul Belge à prendre le jet privé. Car l'aviation business en Belgique, c'est plus de 30 000 décollages et atterrissages l'année dernière. L'aéroport le plus utilisé, c'est celui de Bruxelles, puis il y a Anvers, Courtrai, Charleroi, Liège et Ostende. Grâce au site de suivi de vol, on peut traquer la plupart des trajets en direct et obtenir des informations comme l'horaire du vol, le trajet précis et même à qui appartient l'avion. Chez nous, on a réussi à identifier très peu de propriétaires de jets. La majorité appartiennent à des sociétés de location. Alors ces jets privés, où vont-ils? Pour le savoir, nous avons fait appel à Ambroise. C'est notre collègue spécialisé en analyse de données. Sur le site Flightradar, il a suivi les vols effectués pendant 1 an par certains jets immatriculés en Belgique. Sur Flightradar, on n'a pas pu retrouver tous les jets immatriculés en Belgique. On a pu en retrouver 42. Ça donne déjà un assez bon panorama de la situation de l'aviation d'affaires privée en Belgique. Nous avons identifié les destinations les plus fréquentes de ces jets belges. Alors pour les illustrer, nous avons sorti les grands moyens. Voici l'Investigajet. Bon,
on vous l'accorde, il est un peu vieillot, mais il vole bien. Dans le palmarès des trajets les plus courants, nous retrouvons Bruxelles-Nice, Milan-Liège, Genève-Bruxelles et Londres-Bruxelles. Mais la destination qui occupe le haut du podium risque de vous surprendre. Si on prend les 42 jets qu'on a identifiés, le trajet le plus courant, c'est Bruxelles-Courtrai. Donc c'est environ 1 heure en voiture ou un peu plus d'une bonne centaine de kilomètres. Et pourtant, c'est le trajet qui est le plus fait. Alors on parle soit de Bruxelles vers Courtrai ou l'inverse, Courtrai vers Bruxelles, mais c'est ça qui ressort le plus sur un an. Bruxelles-Courtrai, en jet privé, un vol particulièrement court, comme beaucoup de trajets que nous avons traqués. Nous, on a identifié au total 8500 vols. Il y en a environ 8000 pour lesquels Flightradar connaît la durée. Si on regarde un peu plus dans le détail, il y a 3000 vols qui font moins d'1 heure. 3000 vols sur cet ensemble-là, c'est environ 37% des vols qui font moins de 60 minutes. Trop de vols courts chez nous, c'est aussi le constat de Greenpeace dans son étude publiée il y a quelques mois. Les trajets qui sont beaucoup empruntés en jet privé en Belgique, on a Bruxelles-Anvers, on a Bruxelles-Courtrai, Anvers-Liège, donc vraiment des distances qui n'ont aucun sens, surtout quand on connaît les liaisons ferroviaires entre ces villes. Un des enseignements de cette étude, c'est que par exemple environ 41% de ces vols en jet privé se font à vide, ce qui a évidemment besoin de souvent repositionner ces avions, donc un gâchis énorme quand on rapporte ça à l'utilité que ça a en fait dans l'absolu. Alors comment expliquer des vols si courts en jet? Ces sauts de puce sont-ils absolument nécessaires? Le passager qui loue un jet doit partir d'un certain aéroport. Mais il n'y a pas toujours assez de jets privés disponibles dans tous les aéroports. Le jet doit donc partir d'un aéroport, voler jusqu'à un autre aéroport pour chercher son passager et ensuite seulement l'emmener vers sa destination. C'est ce qu'on appelle un vol de relocalisation. Donc soit c'est pour récupérer un passager, soit c'est aussi pour aller en maintenance. C'est comme emmener votre voiture au garage pour aller faire l'entretien. Il n'y a pas que les sauts de puce qui nous ont interpellés. Sur le site de l'Agence européenne de l'aviation business, on peut lire que les jets privés volent là où les autres ne volent pas. L'aviation d'affaires relie de nombreuses petites communautés européennes et aéroports locaux, améliorant ainsi la connectivité à travers l'Europe. Mais de notre côté, ce n'est pas vraiment ce qu'on a observé. Si on regarde l'ensemble des données, on retrouve en effet des destinations plus lointaines, plus difficiles d'accès, mais c'est clairement pas la majorité. On trouve des aéroports en fait qui sont facilement accessibles via des lignes classiques. Je pense à Paris, Milan, Amsterdam. Puis aussi tout ce qui sont plutôt des destinations de loisirs. Donc si on regarde, certaines compagnies font fréquemment des vols vers Ibiza, vers la Suisse. Donc ça peut paraître surprenant de se dire qu'on va employer un jet privé pour y aller alors que d'autres solutions existent. En Belgique, l'aéroport qui compte le plus de décollages de jets privés, c'est donc Zaventem, où selon Greenpeace, il y a eu plus de 4000 départs l'année dernière. Ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est finalement pas grand-chose quand on compare ces chiffres avec l'un des aéroports qui compte le plus de vols en jet privé en Europe, Paris-Le Bourget. 19 000 décollages de jets l'année dernière, c'est presque 5 fois plus qu'à Bruxelles. Inauguré en 1919 au nord de Paris, l'aéroport du Bourget est presque entièrement dédié à l'aviation d'affaires. Mais autour de l'aéroport, les jets ne font pas l'unanimité. Car au sol, dans les communes avoisinantes, les jets privés, on ne les prend pas, on les subit. On a les deux pollutions, auditive et tout ce qui tombe, les kérosènes et tout ce que vous voulez. Oh là, on en prend plein la figure, quoi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris un avion que de toute façon je m'en souviens plus. Mais oui, ils se rendent pas compte en fait. Ils ne se rendent pas compte quand on vit dans une bulle de luxe et tout. On se rend pas compte de ceux qui sont là en bas et qui supportent tout ça, quoi. Autant il y a encore quelques années, il n'y avait pas autant de jets privés. Bon là maintenant ça a explosé, je pense qu'il n'y a pas photo. Il y en a de plus en plus. Et nous, on pensait qu'avec la période de la crise Covid,
que les choses allaient au contraire se ralentir, que les autorités allaient prendre en compte à la fois les questions de santé publique, les questions de nuisances sonores, mais également les questions liées à l'environnement, etc. Eh ben non, au contraire, c'est open bar. Il y a à la fois un sentiment d'abandon et un sentiment de mépris. Voilà. Mais parce que c'est un mépris de classe, on ne va pas se mentir. Hein. Ils n'ont rien à cirer quelque part. Voilà. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Et pourtant, pendant ce temps, sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, s'est installé l'un des plus grands salons de l'aérospatiale au monde. Les jets privés sont bien sûr mis à l'honneur, sous l'œil sceptique de cet expert en aviation durable. Là, je ressens beaucoup de business dans l'air. Beaucoup de ventes d'avions, j'en suis heureux pour l'industrie aéronautique, mais j'en suis pas forcément heureux pour la décarbonation du secteur. Quand en 4 heures en jet privé, vous avez émis autant de CO2 qu'un Européen en une année, ça veut dire que vous, madame et monsieur tout le monde se dit, moi j'ai fait un effort pendant toute l'année et cet effort en fait il peut être détruit en 4 heures parce que quelqu'un décide de prendre un jet privé pour aller à la plage. C'est vrai, les jets privés rejettent du CO2 et ça dérange. Alors le secteur riposte avec ce chiffre, 0,04%. Ce sont les émissions de CO2 des jets privés par rapport à l'ensemble des émissions mondiales. Vu comme ça ne fait pas beaucoup. Mais ce qui coince, c'est le nombre de passagers à bord. Ça pollue beaucoup parce que vous avez peu de monde dans un jet privé. En moyenne, vous avez 4,7 personnes, on va dire 5 personnes dans un jet privé. Tout le carburant qui est utilisé quand vous voyagez en jet privé, finalement, il va être, on pourrait dire, divisé entre très peu de monde. Si vous prenez un vol de ligne, il faut diviser ça par l'ensemble des gens à bord. Donc peut-être vous avez 200 personnes. Ça fait qu'on arrive à des chiffres qui sont dantesques. En dehors du tourisme spatial, c'est certainement le moyen de transport le plus polluant par passager. C'est la pire chose que vous puissiez faire pour l'environnement, ça c'est sûr. Jet privé et environnement sont-ils inconciliables ? Quand on se baladait au salon du jet de Genève, on en a profité pour poser la question à ce monsieur qui travaille pour l'Association européenne de l'aviation d'affaires. Nous sommes d'accord sur la nécessité de décarboner notre industrie. C'est le plus important. La seule chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, c'est le calendrier. On ne pourra pas le faire du jour au lendemain. Nous allons atteindre 0 émission de carbone d'ici 2050. C'est l'engagement de l'aviation d'affaires face au changement climatique et nous travaillons dans ce sens. Donc pour nous, vous savez, l'avenir est vert et nous travaillons vraiment dur pour y parvenir. Ça, c'est l'objectif du secteur pour les émissions de CO2. Mais il y a d'autres formes de pollution dont on parle beaucoup moins et qui ont pourtant un impact sur l'environnement et sur notre santé. Il y a un vrai tueur silencieux dans la pollution de l'aviation et en particulier des jets privés. Ce sont les particules fines. Vous avez en Europe, si vous prenez le top 20 des aéroports, vous avez 10 millions de personnes qui vivent à moins de 10 km. Si vous prenez Bruxelles, c'est 500 000 Bruxellois qui vivent à moins de 10 km de l'aéroport de Bruxelles. Partout dans l'air, à chaque décollage, à chaque atterrissage, vous avez ces particules qui sont rejetées. C'est en fait des particules de suie, c'est une partie du kérosène qui n'est pas parfaitement brûlée finalement. Donc ça se rejette. Parmi ces particules fines, il existe une catégorie ultra fine qu'on appelle les NVPM. En fait, ce sont de toutes petites particules de carbone noir. Elles sont 1000 fois plus petites qu'un cheveu et peuvent donc se faufiler partout. Pour mieux comprendre, nous sommes allés à Lucé-Louvain. Nous avons rendez-vous avec ce toxicologue qui étudie depuis longtemps la pollution de l'air. Les NVPM, ce sont des particules ultra fines ou des nanoparticules. Au niveau de l'environnement, ces particules fines sont émises donc dans la haute troposphère par les avions. Ces particules, avec le temps, mais il faut habituellement plusieurs mois, sédimentent, se retrouvent donc au niveau du sol. Et l'effet pervers, c'est qu'au niveau du sol, ça tombe sur de la glace ou de la neige. C'est un corps noir, c'est du black carbone. Et donc ces particules fines captent la chaleur, retiennent la chaleur, la glace fond plus facilement, et la neige aussi. Donc vous avez cet effet pervers d'accentuation de la fonte des glaces et des neiges. À quel point les particules fines sont-elles présentes dans l'air que nous respirons? Nous avons décidé de rejoindre une équipe qui analyse la qualité de l'air près des aéroports. Direction l'Allemagne, aux abords de l'aéroport de Stuttgart.
C'est ici que le centre aérospatial allemand relève les taux de particules fines à chaque passage d'avion, grâce à ces instruments. Quand les avions passent, ils ont évidemment un effet sur la qualité de l'air aux alentours. Dans cette zone, nous avons une situation très rurale, il n'y a pas beaucoup d'autres sources d'émissions autour, donc il y a une concentration de particules plutôt basse. Et puis nous avons une très forte augmentation qui va jusqu'à 10 000 particules par centimètre cube. Dans certains cas, on peut même atteindre des concentrations encore plus élevées, jusqu'à 100 000 particules dans les pires conditions. Selon ces chercheurs, la moitié des particules fines captées sont des NVPM. Des résultats qui inquiètent le toxicologue de l'UC Louvain, surtout quand on connaît l'impact des particules ultra fines sur notre santé. Ce sont des particules particulièrement dangereuses parce qu'elles peuvent franchir facilement les barrières biologiques. Donc par inhalation et par ingestion, elles sont bien absorbées, elles passent dans le sang. Et une fois dans le sang, elles se distribuent dans le corps et elles peuvent franchir, donc pénétrer des organes. Et des études récentes montrent un impact sanitaire lié à ces particules fines. Un impact notamment au niveau du cerveau et au niveau du système cardiovasculaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi on vous parle précisément de ces particules dans un reportage sur les jets privés. Vous allez comprendre. Une récente étude menée en Suisse a prouvé qu'un jet privé pouvait émettre plus de NVPM qu'un avion de ligne. Alors comment est-ce possible? Selon cet expert en aviation durable, c'est en fait une question de réglementation. Les moteurs des jets privés ne sont pas forcément certifiés dans tout ce qui est émission de particules. Donc les moteurs d'un avion commercial par exemple, il y a une certification pour ne pas émettre au-dessus d'un certain niveau de particules. Normalement, il n'y a pas de limitation des émissions des jets privés au-dessous d'une certaine taille. Ce qui donne qu'il y a certains jets privés qui vont polluer plus qu'un avion commercial tel que celui-là, par exemple. Voici le modèle de jet privé testé dans l'étude suisse. C'est un modèle très populaire. D'ailleurs, celui-ci appartient au pilote de Formule 1, Max Verstappen. Il s'agit du modèle Falcon 900 EX du constructeur français Dassault. Il émet 20% plus de NVPM qu'un Airbus A320. L'Airbus A320, on va dire, c'est l'avion classique que vous prenez pour aller en vacances, pour le travail. C'est l'avion de ligne classique pour le court et moyen courrier. Donc ce jet privé qui pèse 3 fois moins, il est, je crois, à peu près à 10 tonnes au décollage, contre 30 tonnes pour l'A320. Il va pour autant émettre plus de NVPM que l'A320. Vous imaginez l'impact disproportionné que ça va avoir. Nous avons contacté le constructeur Dassault, mais nos demandes sont restées sans réponse. En attendant, les vols en jet continuent de polluer et vous allez le voir dans la suite de cette enquête, pose aussi question en matière de sécurité. Prendre l'avion, c'est toujours une sacrée organisation. Il faut venir bien à l'avance, trouver son chemin dans les halls bondés, faire la file encore et encore, avant le passage obligé, la sécurité. Vous savez, ce moment où vous devez faire ça, enlever ça, montrer ça. Bref, ce ne sont pas forcément les minutes les plus agréables quand on part en vacances. Mais vous allez le voir, du côté des utilisateurs de jets privés, ça ne se passe pas exactement de la même manière, comme nous l'a raconté François, notre témoin anonyme qui loue des jets privés pour partir en vacances. En moyenne, les contrôles sont beaucoup plus light, on va dire, que pour l'aviation commerciale. À Zaventem, ils sont plutôt assez pointilleux sur les contrôles. C'est vraiment, là pour le coup, c'est très similaire au type de contrôle qu'on va trouver dans l'aviation commerciale. C'est pas le cas partout. Par exemple, au Bourget, ils sont beaucoup moins sourcilleux, on va dire, sur le contrôle qu'à Zaventem. Dans le sens, en fait, où vous allez simplement scanner vos bagages à main, même si ça sonne. Ça les dérange pas plus que ça. Ça m'est arrivé dans des aéroports plus petits où vraiment, on n'arrive pas sur le tarmac, mais juste à côté, on descend, quelqu'un nous accueille, charge les bagages et on peut y aller en fait. Il n'y a pas de contrôle du tout. C'est vrai qu'en y repensant, c'est un détail qui nous a surpris lorsqu'on a visité le business terminal d'Ostende. Ici, pas de scanner pour vérifier les bagages. Ça ressemble plus à un hall d'hôtel qu'à un terminal d'aéroport. Il n'y a pas de scan pour les bagages. Les valises sont directement mises dans notre van.
On passe les portes, on va jusqu'à l'avion, on met tout à l'intérieur et c'est terminé. Donc on peut prendre ce qu'on veut? Oui, oui, il n'y a pas de scanning, pas de contrôle des bagages. Cette réponse nous a un peu perturbés. Peut-on prendre ce qu'on veut dans un avion privé? S'il n'y a pas de contrôle de sécurité des bagages, y a-t-il au moins des contrôles douaniers? Je travaille ici depuis plus d'1 an et je n'ai jamais vu les douanes venir contrôler un passager. Donc on peut prendre des drogues, des armes? Oui, si vous voulez vraiment. Mais vous savez, on connaît la plupart des passagers qui passent par ici. Et puis on reçoit toujours dans l'agenda la liste des personnes qui volent. Si on n'est pas sûr que c'est légal, on peut appeler les douanes nous-mêmes. Mais on n'a jamais eu de client qui avait l'air étrange ou nerveux. Mais oui, vous pouvez prendre des drogues ici, effectivement. Ce privilège des voyageurs en jet privé pose-t-il un problème de sécurité? Pour le savoir, il faut faire un test. Nous allons emmener notre petite valise noire en voyage et pour maximiser les chances qu'elle soit contrôlée, nous allons l'emmener en dehors de l'Union européenne, direction le Royaume-Uni. Première étape, nous prenons le train jusqu'à Londres. Là, la sécurité est bien au rendez-vous, notre valise est contrôlée. Durant notre voyage, imaginons que nous remplissons notre valise de substances ou d'objets interdits, ou encore d'une somme colossale d'argent liquide. Pour revenir dans l'Union européenne, notre valise va-t-elle subir le moindre contrôle? Car nous ne prendrons pas le train pour retourner en Belgique, mais bien un jet privé. Nous avons réservé notre vol dans un petit aéroport d'affaires au sud de Londres. Pour capter au mieux l'expérience des voyageurs habituels, nous filmons en caméra cachée. Quand nous sortons du taxi, le personnel nous attend devant ce terminal business. Hello, bye. Notre valise est directement emmenée dans l'avion par un membre du staff. Pendant ce temps, on nous installe confortablement dans ce terminal vide et luxueux pendant que l'on vérifie nos passeports. Nous sommes seuls et le personnel est à notre entière disposition. Le pilote vient même nous saluer en personne. Nous pourrons monter dans l'avion dans 15 petites minutes, donc en attendant, relaxez-vous et je viendrai vous chercher. Cela se passe exactement comme on nous l'avait décrit. Pas de fil, pas de foule et surtout, pas de bagages scannés. Quelques minutes plus tard, nous sommes escortés jusqu'à notre avion. Notre petite valise noire est déjà bien au chaud dans la soute. Dans le jet par contre, on vous l'avoue, on est loin du luxe ultime. C'est très petit et surtout, ça secoue pas mal. Vraiment désolé pour les turbulences, l'espace aérien est tellement congestionné, on ne pouvait rien faire avant les nuages. C'était juste l'histoire de quelques minutes. Pour revenir en Belgique depuis le Royaume-Uni, nous sommes obligés d'atterrir dans l'un des 6 aéroports douaniers de Belgique. Nous choisissons Courtrai. À peine 40 minutes après notre décollage, nous atterrissons sur le sol belge. Quelqu'un vient directement chercher notre petite valise noire. On ne doit même pas la porter nous-mêmes. Pouvez-vous préparer vos passeports? Oui, d'accord. Vous venez d'Angleterre, c'est ça? Oui, c'est ça. Il va y avoir un contrôle de douane. Vous faites partie des douanes? Non, c'est juste un contrôle frontière. Les douanes ne sont pas nécessaires. Elles ne viennent pas tous les jours, juste quand elles veulent. C'est plus facile pour nous et pour les passagers. Après une vérification de nos passeports, à la prochaine. Ouh, c'est calme. Nous passons quelques secondes dans les couloirs déserts de l'aéroport de Courtrai avant de sortir comme si de rien n'était. La différence entre l'aller en train et le retour en jet privé est saisissante.
Nous sommes revenus de Londres sans passer par le moindre scanner. Nous aurions pu prendre ce que l'on voulait dans notre valise. Elle n'a pas été vérifiée une seule fois. Seuls nos passeports ont bel et bien été contrôlés. Ce qui est un privilège pour les voyageurs VIP peut donc aussi être une faille dans la sécurité. En 2011 déjà, l'Office européen de police Europol avertissait du risque de trafic via les petits avions. Nous avons constaté une augmentation notable de l'utilisation d'avions légers pour le trafic de drogue vers l'Union européenne. Le nombre de vols suspects entre les États membres de l'Union augmente également. Les douanes belges sont-elles au courant de ce risque? Pour le savoir, nous les retrouvons sur le tarmac de l'aéroport d'Anvers. L'équipe est présente en nombre pour nous montrer comment les jets privés sont contrôlés et passés au peigne fin. Tant qu'on en a la capacité, on contrôle tous les avions privés qui viennent d'en dehors de l'Union européenne. Ils ont une obligation de prévenir 2 heures à l'avance de l'endroit où ils vont atterrir. Alors ici, on va contrôler les marchandises principalement. On contrôle également l'avion. Il faut savoir que c'est un peu comme du rummage, un peu de la spéléologie aussi, de contrôler un avion parce qu'il peut y avoir des coins cachés où de la marchandise peut être cachée. Et là, on est plutôt dans ce qui pourrait être de la drogue. Et ici, ce n'est pas le cas. En Belgique, ce n'est pas le cas, mais on a déjà trouvé dans les réservoirs à kérosène, on a déjà trouvé des pains de cocaïne, par exemple. Ça, c'est donc pour la théorie. Car en pratique, souvenez-vous, au terminal d'Ostende, on nous disait ceci. Je travaille ici depuis plus d'1 an et je n'ai jamais vu les douanes venir contrôler un passager. Et à l'arrivée de notre vol en jet, pas l'ombre d'un contrôle alors que nous venions du Royaume-Uni. Nous montrons nos images à la porte-parole des douanes. Effectivement, on ne contrôle pas tout. Je veux dire, c'est comme au port d'Anvers, on contrôle 1 à 2% des conteneurs. Idem pour l'aviation. C'est le rôle de la douane d'être conscient des risques qui existent. Et entre autres dans l'aviation privée, mais pas que. On doit cibler là où on va vers vraiment là où ça va être le plus efficient en fait. À l'heure actuelle, est-ce que contrôler tous les jets privés serait efficace? Non. La réponse est non. Est-ce que contrôler tous les bagages de tous les passagers qui arriveraient à Zaventem hors Union européenne serait efficace? Non, ce serait juste l'enfer pour tous les passagers. C'est partout comme ça qu'on cible au mieux ce qu'on doit contrôler. On sait qu'il y a des choses qui passent, mais quand on sait qu'il y a quelque chose qui passe, qu'on doit l'arrêter, on le contrôle. Et ça, on est dans notre rôle. À la suite de cette interview, les douanes belges nous ont communiqué ces chiffres. À l'aéroport d'Ostende, 36 avions privés ont été contrôlés en 2022, avec seulement une infraction constatée. À l'aéroport de Courtrai, il y a eu 37 contrôles et 4 infractions constatées. Même si les saisies sont rares dans l'aviation privée, le trafic a pourtant bel et bien lieu. Le capitaine vous demande « Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans ces sacs ?» Je ne sais vraiment pas. En 2021, un jet privé s'apprête à décoller du Brésil vers Bruxelles. La police fédérale brésilienne découvre alors 24 valises remplies de cocaïne, 1,3 tonnes au total. Plus récemment, en août dernier, en Zambie, près de 6 millions de dollars en cash, des faux lingots d'or, des pistolets et des munitions sont retrouvés à bord d'un jet privé. Alors, les organisations criminelles profiteraient-elles de la sécurité parfois très light dans l'aviation privée? Pour répondre à cette question, direction le Portugal. C'est ici qu'est basé l'Observatoire européen des drogues. C'est la principale autorité en matière de drogue illicite dans l'Union européenne. Nous avons rendez-vous avec cet expert et quand nous lui parlons de trafic via des jets privés, il n'est pas étonné. Lorsque tout le monde a été confiné à cause de la pandémie de Covid-19, les vols commerciaux ont été presque réduits à zéro. Ils ne pouvaient donc plus utiliser les passagers pour le trafic de cocaïne, mais certains jets privés pouvaient être affrétés. C'était un peu plus facile pour continuer à effectuer des vols. Et lorsque les groupes criminels ont vu leur utilité et qu'il s'agissait d'un talon d'Achille dans le trafic aérien, ils ont commencé à l'exploiter davantage. Selon ce spécialiste, les organisations criminelles profiteraient de 2 failles dans le fonctionnement de l'aviation privée.
Dans les petits aéroports, il est possible qu'il y ait moins de personnel au sol et moins de ressources pour effectuer des contrôles sur ces petits vols. Deuxièmement, les jets privés peuvent, pendant qu'ils volent vers une destination, décider jusqu'à environ 1 heure ou une demi-heure avant d'atterrir de modifier leur itinéraire vers un autre aéroport plus petit. Cela peut déjà être décidé avant le départ, mais il peut aussi arriver que des observateurs au sol voient que dans l'aéroport où vous devez atterrir, il y a plus de contrôle, beaucoup de personnel, et ils peuvent décider de voler vers d'autres aéroports. Ici aussi, nous montrons les images de notre vol en jet sans le moindre contrôle de bagages. Cette personne dit que c'est plus simple pour les passagers, c'est aussi plus simple pour les criminels. Pour moi, c'est important de voir ces images. Pourquoi? Parce que nous pouvons commencer à informer les décideurs de ce phénomène. Mais ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette thématique. Le gain de temps des voyageurs VIP pourrait donc avoir des répercussions sur notre sécurité à tous. C'est aussi un argument qui vaut pour la pollution. Le luxe des uns a un impact sur la santé des autres. Alors maintenant, quelles sont les solutions pour apaiser le débat sur les jets privés? Pour la sécurité, c'est aux États de choisir s'il faut resserrer la vis. Et pour la pollution, l'aviation d'affaires nous assure prendre le problème à bras-le-corps. Nous intégrons la durabilité dans tout ce que nous faisons. Nos bouteilles d'eau, par exemple, sont en plastique recyclé, récupéré des océans. Nos tasses à café sont entièrement en papier recyclé. Donc nous commençons par des petits pas. Bon, pas sûr que du plastique recyclé soit la meilleure solution pour réduire l'impact climatique des jets privés. Alors le secteur mise sur l'électricité. Voici par exemple le prototype d'un petit jet 100% électrique que vous verrez dans quelques années dans le ciel belge. Une société liégeoise en a précommandé 6. Ils décollent et atterrissent de manière verticale comme les hélicoptères. Et puis une fois en vol, ils passent en mode horizontal et se comportent comme un jet classique, sauf qu'ils sont entièrement alimentés par des batteries. Nous croyons que nos avions permettront de gagner beaucoup de temps et aideront à décarboner l'aviation. Tous les jets privés seront-ils électriques dans 27 ans seulement? Les défenseurs du climat sont sceptiques. C'est des annonces de l'industrie, c'est des promesses mais qui n'ont pas vraiment de répercussions. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne la tiennent pas? Rien. C'est une annonce, c'est une présentation PowerPoint. Le jour où on aura dit, à partir d'une certaine date, vous ne pouvez plus utiliser un jet privé qui a du carburant fossile, là on aura dit, voilà, on a une première mesure concrète qui vraiment nous met en bonne posture. C'est ce que vous et moi devrons faire avec nos véhicules routiers. Il y a une deadline, une date limite à partir de laquelle vous devez avoir un véhicule électrique. Il faut que ce soit la même chose pour l'aviation, à commencer par l'aviation privée. Le jet privé électrique, ce n'est donc pas pour tout de suite. Mais il y a une innovation qui est déjà disponible, ce sont les SAF, les carburants durables. Ils sont créés artificiellement à partir de déchets comme les huiles de cuisson usagées et pourraient émettre 80% de CO2 en moins par rapport au kérosène conventionnel. Nous retrouvons les équipes du centre aérospatial allemand qui étudient de près ce carburant prometteur. Ce sont deux brûleurs relativement simples pour démontrer, on va voir une flamme, comment brûle un carburant par rapport à l'autre. Donc ce sera un carburant conventionnel pour l'aviation qu'on dit Jet A1 et un carburant alternatif renouvelable qu'on appelle en anglais SAF. Voilà, donc ici, si on regarde bien, vous allez voir une fumée noire. C'est en fait des particules de suie qui sont émises lors de la combustion de ce carburant. Alors, la combustion de carburant liquide, généralement, produit ces particules de suie ou ces fumées noires. Mais ici, il y a une concentration beaucoup plus importante pour ces types de carburants. On va dire le Jet A1 conventionnel, comparé au SAF, qui n'ont pas certaines molécules qui auront tendance à produire ces particules de suie. Ça a l'air super ce carburant durable. Mais dans les faits, les SAF représentent moins de 0,1% du kérosène utilisé dans le monde. On n'a pas la capacité de production pour arriver à ces hauts pourcentages. Ce qui bloque, ce n'est pas la recherche ou
la certification de ces carburants. En gros, ce qui bloque, ce sont les investissements et la capacité de production. Il faut qu'on ait de plus en plus d'unités de production de ces types de carburants. Il y a un mois, le Parlement européen a signé un accord important qui imposera des doses de plus en plus conséquentes de SAF dans le kérosène disponible dans les aéroports européens. Alors, en attendant que les jets privés volent au carburant durable, ne faudrait-il pas tout simplement les interdire ? Pour la crédibilité des politiques climatiques et pour l'adhésion des populations aux politiques climatiques, on estime que la seule solution crédible sur les jets privés, c'est leur interdiction. Le jet privé a évidemment une force symbolique. C'est un exemple parfait de l'aberration climatique, de la manière dont les plus privilégiés d'entre nous mènent droit dans le mur sans vraiment en avoir à payer les conséquences. Interdire les jets privés, c'est possible. Il y a eu des propositions en ce sens. Politiquement, on n'a clairement pas encore pour l'instant le soutien nécessaire à cela, mais l'idée a déjà fait énormément de chemin. On n'était absolument pas là il y a 2 ans. Il est clairement possible d'interdire les jets privés en Europe. Et l'idée séduit déjà en Belgique. En juin dernier, le ministre de la Mobilité, Georges Gilquinet, demandait d'interdire les vols trop courts. Des sauts de puce entre 2 aéroports belges, des vols entre Charleroi et Bruxelles par exemple, il s'agit souvent de jets privés, parfois de vols à vide, un non-sens. Et je veux y mettre fin, car c'est une absurdité écologique et économique. Une autre solution serait de taxer les vols privés plus sévèrement. Car pour l'instant, on est plutôt loin du compte. En Belgique, aujourd'hui, si vous prenez l'avion, vous avez une taxe qui va de 2 à 10 € en fonction de la distance. Et ça concerne aussi les jets privés. Bon, je pense qu'on peut être d'accord que 2 à 10 €, quand vous dépensez plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un vol privé, c'est vraiment dérisoire. C'est ni ça qui va réduire votre volonté de prendre un jet privé, ni ça qui va créer une ressource financière pour que l'État puisse investir dans les nouvelles technologies. Quelle que soit la solution, taxer, interdire ou investir dans les nouvelles technologies, les jets privés sont devenus le symbole d'un effort à 2 vitesses. Et vous vous en doutez, ce n'est pas vraiment du goût des principaux concernés. Il y a le symbole, et de l'autre, il y a les faits. On ne peut pas dire que le fait d'interdire complètement les jets privés à un niveau mondial, ce qui de toute façon n'arrivera probablement pas, aura, je veux dire, un impact déterminant sur le réchauffement climatique. Au niveau mondial, peut-être pas, mais à l'aéroport d'Amsterdam, la décision est déjà prise. Dès 2025, les jets privés seront purement et simplement interdits. L'annonce passe mal dans l'aviation business qui met son dernier argument sur la table. Certains vols en jet, comme les vols gouvernementaux ou médicaux, sont utiles dans la société. D'autres seraient même carrément cruciaux pour notre économie. Je pense que tout le monde a le droit de voler. Mais il faut aussi se poser cette question. Quelle est l'importance d'un vol pour la société? Par exemple, un vol avec un chef d'État ou avec un CEO d'une multinationale. Ce vol spécifique, la raison de ce vol, a un impact économique très important. Plus important qu'un avion de ligne, rempli de gens, de touristes, qui vont en vacances dans un autre pays. Qu'on soit pour ou contre, finalement, le débat sur les jets privés ouvre surtout la porte à une remise en question plus globale de nos moyens de transport. Le fait de s'intéresser autant aux jets privés ne doit pas nous faire perdre de vue le fait que le problème climatique, il va au-delà des jets privés, il concerne aussi l'aviation. Vous prenez un avion de ligne, vous utilisez aujourd'hui le même carburant qu'un jet privé. Alors oui, vous en utilisez beaucoup moins par personne, c'est vrai. Mais c'est quand même un impact climatique non négligeable. Vous allez à l'autre bout du monde, c'est plusieurs tonnes de CO2 que vous allez émettre. Alors c'est pas parce qu'on s'intéresse au jet privé qu'il faut tout d'un coup se dire qu'on peut se laver la conscience de notre utilisation de l'avion de ligne. L'effort doit être fait partout. En attendant qu'il y ait 5 ou 200 passagers à bord, si le nombre d'avions dans le ciel continue d'augmenter inexorablement, la question de l'utilisation et du partage de nos ressources se posera tôt ou tard.